c'est la force de l'entrepreneur d'avoir de la vision, de faire avancer les choses, d'initier des changements, de l'innovation, des nouveaux clients, des nouveaux marchés. Mais quand ils sont en réaction à ce qui arrive dans le marché, ils ne sont plus dans leur force. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, des rencontres avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Nathalie Riverain, qui a tout un parcours et dont notamment le nom de l'entreprise fait présidente de Rouge Canary. Également à l'écran avec nous Normand Chadwick, mon associé. Je me présente Tristan Laliberté. Normand et moi travaillons dans la même entreprise qui s'appelle Diversico Signature Patrimoine, un cabinet de services financiers qui dessert des entrepreneurs au Québec. Alors, bienvenue sur notre podcast. Merci de faire le temps. Merci de trouver du temps pour nous puis de nous offrir cette précieuse ressource. Nathalie, on va lire ta biographie, mais pas au complet parce que sinon, c'est trop long. Il y a trop d'affaires à dire, mais avant l'entrevue, évidemment, nous avons pris le temps de lire et de sortir quelques affaires qui nous ont interpellés tout particulièrement. Mm-hmm. Alors, elle est sur ma droite, c'est pour ça que vous me voyez regarder là. Nathalie, tu es une passionnée d'entrepreneuriat. Tu brûles d'une seule ambition, c'est-à-dire changer le monde, un entrepreneur à la fois. C'est en 2000 que tu as amorcé ta carrière d'entrepreneur social en série, en initiant une succession de projets et d'entreprises. Tu te décris comme une entrepreneur, puis en même temps, tu te décris énormément comme une personne qui aime enseigner l'entrepreneuriat. Alors, tu te promènes un petit peu entre les deux chapeaux. Tu as été également très impliqué dans l'école d'entrepreneurship de la Beauce. En 2007, c'est toi qui as développé le modèle d'affaires et l'innovation pédagogique pour l'école. Autre chose qui nous a intéressés, en 2020, tu as fondé Think Tank en entrepreneuriat, que tu pilotes encore d'ailleurs, et évidemment Rouge Canary. Et une distinction intéressante quand même, printemps 2013, tu t'es vu décerner le mérite promotion de l'entrepreneuriat par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et puis vraiment, il y a comme à peu près 42 autres choses que je n'ai pas lues, mais ce sont certaines affaires qui ont retenu notre attention. Alors, super beau parcours. On est vraiment content de t'avoir avec nous autres aujourd'hui. Oui, merci de l'invitation. Ça fait C'est un plaisir. privilège, un plaisir d'être là. Alors, Nathalie, est-ce que tu es une entrepreneur ou une enseignante aux entrepreneurs? Comment tu te définis dans tout ça? Je pense que je suis avant tout entrepreneur. J'aime, parce que ce qui va me caractériser, en tout cas ce que les gens autour de moi me disent, c'est que j'ai quand même de la vision. Moi, j'aime ça, regarder ce qui ne se fait pas, puis quel besoin n'est pas comblé pour les entrepreneurs ou dans le domaine de l'entrepreneuriat, puis travailler activement à le développer. Fait que je suis davantage une entrepreneur qu'une enseignante. De toute façon, enseignante, ça, Ouais. ça, ça me coûte pas tant à la peau. Fait que j'aime développer des projets. Et comment est-ce que les entrepreneurs peuvent changer le monde? C'est la première chose que tu écris dans ta bio, tu sais, changer le monde, un entrepreneur à la fois. C'est quoi ta vision par rapport à Mm. ça? En fait, tu sais, j'ai toujours travaillé avec des entrepreneurs, puis pour moi, l'entrepreneur, c'est le moteur de notre économie. Donc, c'est pas d'entrepreneur, là, on se développe pas, il se passe rien, on n'a pas de service, on n'a pas de produits innovants. Donc, c'est l'entrepreneur qui fait ça. Donc, de un, puis plus on va pousser ou entourer ou accompagner l'entrepreneur pour l'amener à voir plus loin ou à s'outiller davantage, ben plus il va changer le monde. Puis, au Québec, on a des superbes réussites internationales, puis c'est à la portée de tous les entrepreneurs d'avoir accès à ce genre de succès-là, dans la mesure où ils ont les bons milestones devant eux, puis les bonnes équipes, puis les bonnes ressources, les bons outils. Fait que je l'ai expérimenté souvent, notamment à l'école où on a vu des centaines d'entrepreneurs transiter là, sur 2 ans. Puis quand on fait évoluer l'entrepreneur, ben sa vision évolue, sa capacité de livrer augmente, puis ça fonctionne, là, travailler avec l'entrepreneur.
Justement, ça m'amène un peu à ma prochaine question. Tu sais, dans ton parcours, on peut voir que vraiment tu t'es entouré d'entrepreneurs, tu as été vraiment tout le temps dans des bassins, dans des groupes, notamment des groupes de femmes aussi. Mais à travers tout ça, c'est quoi, peux-tu nous partager une ou deux belles histoires d'entrepreneurs que tu as pu côtoyer et qui, selon toi, ont transformé quelque chose ou fait évoluer le monde? Mm. Hey, j'en connais. Ben, écoute, c'est sûr qu'à l'école, j'en ai connu beaucoup là, qui se sentaient seuls. Souvent, c'est ça qui freine l'ambition. Hein. Tu es seul, puis tu vois tout ce que tu peux faire, mais tu sais pas nécessairement comment. Fait que déjà, de mettre des entrepreneurs ensemble, ça augmente, on dirait, le niveau d'ambition, puis de capacité, puis de réseau. Euh, et puis, ben, quand les gens entrent à l'école ou même dans le programme Persévérance, là, ils sortent de leur solitude pour voir toutes sortes de possibilités qui ne voyaient pas parce on sait ce qu'on sait, là, mais on a Ouais. plein, plein, plein de choses dans nos angles morts qui nous permettent de grandir comme entrepreneurs. Fait que c'est sûr que des succès, puis d'en nommer, d'en nommer un, c'est en oublier sans autres, là. Mais tu sais, on a des entrepreneurs qui ont appris à prendre soin d'eux, à s'organiser, à s'entourer de gens forts, mettre leur ego de côté, puis là, pouf, tranquillement, les choses s'activent parce que quand tu as des gens forts autour de toi, ta capacité de changer le monde augmente. Là. Mhm. Fait que en nommer, c'est en oublier. Là, je peux pas en nommer. C'est correct. Nathalie, excuse-moi, Oui. Tristan, toi, ton éveil entrepreneurial s'est fait de quelle façon? À quel moment tu as eu ce Oui. déclic-là, puis de dire, écoute, moi, je suis un entrepreneur, là, puis j'ai le goût de foncer, j'ai de l'ambition, puis je vais la développer. Mm. Ben moi, tu sais, mes parents étaient en affaires. On avait une petite entreprise au Saguenay, dans une très petite, là, 3-4 employés. Puis au Saguenay, il n'y avait pas d'emploi dans les années 80, là, 85, 90. Fait que j'ai continué à étudier par la force des choses, mais ce que je constatais, c'est que mes parents travaillaient très fort dans un environnement où c'était pas du tout valorisé à être entrepreneur. Tu sais, au Saguenay, ce qui était valorisé à ce moment-là, c'est va travailler pour une grande entreprise, puis là, wow, t'as réussi, là, tu sais. Fait que puis après, j'ai étudié en économie parce que je pense que ma façon de développer un peu plus ma vision, ça a été de m'intéresser à l'économie dans son ensemble. Ben, vous savez, là, vous êtes dans le domaine. Fait qu'en Mm. ayant en prenant connaissance là, des grands mouvements, des grands courants, moi, ça m'a alimenté au niveau de la vision. Puis voilà, après ça, Normand, j'ai continué à étudier. Je suis allée, j'ai fait un bac, une maîtrise en économie, parce qu'après un bac, je comprenais pas encore, fait que j'ai fait une maîtrise. Puis comme il n'y avait pas d'emploi, puis j'ai dit, tant qu'à pas avoir d'emploi, avec une maîtrise en économie, je vais continuer à étudier. Fait que j'ai commencé un doctorat en stratégie d'entreprise. Puis là, j'ai réalisé que ben, on parlait très peu de la PME en management dans les grandes universités. Alors que moi, je venais d'une PME. Puis, tu sais, je me disais, écoute, les PME, là, il y en a des centaines de milliers au Québec puis au Canada, puis ils sont pas suffisamment valorisés. Puis l'entrepreneur, il se sent un peu comme imposteur ou, tu sais, il y avait un mouvement syndical quand même assez fort dans ces années-là. Là, tu sais. Ah, mais toi, tu fais de l'argent, tu dois être un voleur. Tu sais. Fait que j'ai vraiment plongé dans la thématique de il faut promouvoir la culture entrepreneuriale au Québec. Parce que si on ne valorise pas les entrepreneurs, ben, ils ne pourront pas avoir de l'ambition ou oser dire je vais aller plus loin puis pousser plus loin. Fait que ça vient de là, normalement. Puis, fait que je dirais la première dizaine de ma carrière, là, de 20 à 30 ans, j'ai vraiment étudié l'entrepreneuriat puis j'ai étudié la culture. Comment on fait pour avoir une culture entrepreneuriale forte au Québec? Dans toutes les régions du Québec, parce que tu sais, on sait bien que le modèle Beauceron, là, c'est valorisé dans la Beauce, être entrepreneur, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de c'est spécial? Puis pourquoi c'est pas valorisé au Saguenay? Fait que ça, c'était comme une motivation profonde de, 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 de remettre de l'avant le travail que mes parents ont fait parce que j'ai grandi dans l'entreprise. Les clients, ils venaient cogner à la porte, puis je trouvais qu'ils travaillaient fort, mais qu'ils ne se sentaient pas suffisamment euh, il se sentait pas suffisant. Il n'y avait pas assez de fierté du travail qu'il faisait au quotidien. Hmm. Mais Et que ça a été le fil conducteur de toute ma vie maintenant. ce fameux syndrome-là de l'imposteur, là, on le rencontre tellement souvent.
Mm. Ça vient de où, ça? Puis, t'as parlé beaucoup jusqu'à maintenant là, de sortir de son isolement, de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir une bonne équipe, autant à l'interne qu'à l'externe. Mais est-ce que le syndrome de l'imposteur vient justement du fait que l'entrepreneur peut avoir tendance à s'isoler ou tu identifies ça à d'autres facteurs, là? Ben, il y a plein de modèles, tu sais. C'est sûr que si l'entrepreneur, tu sais, on le définit l'entrepreneur comme étant, je sais pas moi, Pierre Pomerleau, là. Ben, c'est gros, là, les souliers de Pierre Pomerleau. Fait que mon père, à côté de Pierre Pomerleau, il se sentait un travailleur à son compte ou à la limite un ouvrier qui gagne sa vie en faisant des mandats chez des clients. Il avait de la misère à se positionner comme entrepreneur. Tu sais, pour lui, ce mot-là, d'ailleurs, il a comme émergé dans les années 2000, 2010, 2020, pas les années 80, là, t'étais propriétaire d'entreprise, tu sais, à la limite, là. Mais, puis encore, puis même, tu sais, même dans le programme Persévérance, j'ai des gens qui sont en affaires depuis 4, 5, 10 ans, puis ils ont encore cette difficulté d'assumer leur rôle d'entrepreneur, de chef d'entreprise, malgré plusieurs années d'expérience. Fait qu'il faut juste tu sais, dans le fond, puis à part, tu sais, sortir de l'isolement, une chose qu'on montre rapidement à nos entrepreneurs, c'est apprends à te connaître, là, puis accepte que tu as des forces, tu as des faiblesses. Mais même avec tes forces et tes faiblesses, tu vas être un entrepreneur quand même. Puis l'entrepreneur, ça va être d'être capable de faire de mettre l'équipe autour de toi pour te permettre de faire plus comme chef d'entreprise. Fait que c'est pas facile s'assumer comme chef, tu sais. Surtout quand on vient d'une culture où c'est le travailleur qui est mis de l'avant, tu sais. Oui, effectivement. Ça fait quelques fois que tu mentionnes le mot persévérance, Nathalie, le programme Mhm. persévérance, je pense que tu as nommé. Qu'est-ce Oui, que c'est le oui. programme persévérance? Oui. Ben là, c'est là, c'en est un d'un cas là, concret là, de mon côté entrepreneurial qui est ressorti. J'ai créé Rouge Canary, là, ce qui est une boutique de services pour entrepreneurs plus spécialisée. On fait de la stratégie, de l'accompagnement en coaching, tout ça. Puis ça, c'est comme une business privée. Mais moi, j'ai un côté sociétal qui est bien qui est là, qui a toujours été là. J'ai envie de. Je sais pas pourquoi, là, ça, c'est mon ambition, mais j'ai envie que ce que je fais, ça ait de l'impact au Québec. Parce que, puis je l'ai fait avec le B, fait que, tu sais, j'ai une croyance profonde, puis une confiance que c'est possible de le faire. Puis là, vous allez peut-être dire, t'es donc bien baveuse, mais non, euh, je pense que c'est faisable. Tu sais, je l'ai déjà fait, fait que c'est faisable. Fait que pendant la pandémie, T'as pas le syndrome de l'imposteur toujours, hein? non, non, je l'ai pas. Puis encore, tu sais, on pourrait dire un entrepreneur sociétal, c'est un entrepreneur. Mais là, il y a toutes sortes de définitions, puis on s'attend à ça, on passe pas à l'action, tu sais, au bout. Puis, fait que j'ai constaté pendant la COVID, parce que je suis économiste, c'est là que mon chapeau me servit. Tu sais, qu'on est en prévoyant deux, trois années à l'avance, ça allait être très difficile les années à venir en entrepreneuriat. Un, parce qu'il y a des enjeux de relève, fait qu'on va avoir moins d'entrepreneurs. Puis deux, parce que la COVID a amené tellement d'incertitudes pour des entrepreneurs qui n'avaient jamais vécu des crises économiques que pour moi, ça devenait comme évident qu'il allait falloir prendre soin des entrepreneurs qui vont mal, là. Puis, tu sais, on parle de plus en plus de santé mentale, mais moi, je voyais quand même des enjeux auprès de mes clients écoute, de perte complète de signal du marché, là, tu sais, ils ne comprenaient plus la game. Fait que, pour faire une longue histoire courte, j'ai soumis un projet. C'est là que j'ai mis mon chapeau d'entrepreneur. Je dis, écoute, je pense que je l'ai, mon prochain projet d'entrepreneur social. On va créer un programme qui n'existe pas pour les entrepreneurs qui sont en difficulté. Puis on va les accompagner pendant 9 mois pour qu'ils ne perdent pas confiance puis qu'ils s'outillent dans un contexte où ça va mal. Parce que, tu sais, des fois, quand il faut que tu commences à... Bon, moi, tu n'as jamais fait l'évaluation de ton entreprise, mais là, tu penses à ce que tu vas l'échapper, ben tu l'échappes comment ou tu la vends à qui? Ou, c'est tout un nouveau langage quand ça va mal que l'entrepreneur doit s'approprier. Dans les écoles actuelles, notamment à l'EB puis ailleurs, c'est beaucoup des écoles de croissance d'innovation, de croissance. Mais il n'y en a pas de programme de décroissance. Puis l'entrepreneur qui échoue, ben, il reste un entrepreneur quand même, ou qui a potentiellement une période très, très difficile. Puis pour moi, dans mon esprit, il fallait trouver un moyen de recycler ces entrepreneurs-là qui pourraient faire faillite ou fermer une entreprise
pour leur redonner confiance à repartir quelque chose qui allait être plus adapté à l'économie aujourd'hui en 2024, parce qu'en 2020, on n'était pas à la même place du tout. Fait que ça a fonctionné. J'ai réussi à attacher le financement. On a lancé le programme en décembre l'année passée, puis on accompagne en ce moment 80 entrepreneurs qui sont qui l'année passée ne voyaient pas de lumière là, parce qu'ils étaient seuls. Puis quand ça va mal, tu te replies, tu ne sors plus des événements de réseautage parce que tu dis, comme mon Dieu, ça va me paraître d'en face que les affaires vont mal, fait que je ne peux pas me présenter. Fait qu'on les a sortis de l'isolement, outillés par du coaching, de la formation. Puis là, maintenant, il y en a beaucoup qui vont mieux. Il y en a qui ont fait faillite, mais qui sont en train de réfléchir à se redéfinir. Puis là, ben, prochainement, on va annoncer une bonification où on va pouvoir en aider 100 autres là, dans la prochaine année. Fait que ça, c'est mon bébé, là. Nathalie, tu parles de comment la COVID a été un peu le point de départ de ce que tu racontes. Mm. Puis en même temps, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le futur, puis un peu mondialement, puis localement, autant la main-d'œuvre, encore un peu les restants de la COVID, l'économie, bref, il y a beaucoup de nuages noirs dans le ciel. Oui. De quoi les entreprises auront-elles besoin pour passer à travers cette crise-là qui semble être une nouvelle crise encore à nos portes, ou en tout cas la continuité de la précédente? De quoi les entreprises ont-elles besoin? Assurément, là, d'avoir leurs chiffres à jour. Tu sais, des fois, quand ça va bien, là, bon, hein, tu dis, écoute, l'argent rentre, puis les clients sont là. Puis moi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont perdu de la clarté sur leurs finances, sur leurs états financiers, où ils ont délégué ça, puis ils pensaient que c'était bien sous contrôle tu sais, à un compteux, là, tu sais, il y en a du monde qui ne sont pas des vrais comptables, mais des compteux. Puis ça, ils se retrouvent quand les signaux changent, les prix augmentent, les salaires augmentent, les taux d'intérêt augmentent. Écoute, c'est là, à un moment donné, hein, je m'en vais direct dans une crise de liquidité, puis je ne passerai pas au travers. Tu sais, fait que, premièrement, être en contrôle de ces chiffres, puis essayer d'y aller prudemment, notamment dans des bonnes prévisions. Puis ça, c'est des affaires là, que quand on parle ça on dit ça à des entrepreneurs quand ça va bien, là, ça leur tente pas de l'entendre. OK? Mais comment essayer de prévenir? Ben, c'est vraiment d'être en mode prudence puis en mode suivi financier très, très rigoureux. Puis ça, c'est le premier. L'autre chose que moi, j'observe beaucoup en ce moment, c'est que comme ben là, l'anxiété ou le stress financier augmente, on coupe dans des emplois. On coupe les emplois parce qu'on se dit on ne passera pas au travers. Fait que je vais reprendre des responsabilités dans mon quotidien. J'en reprends. Puis là, oups, plus tu en reprends, plus tu te disperses comme entrepreneur. Fait que tu perds ta vision, tu retombes aux opérations. Fait que ça, c'est quand même un autre danger d'essayer de faire, de travailler dans l'entreprise au lieu de travailler à projeter l'entreprise dans le futur. Et puis là, les entrepreneurs tombent en déséquilibre avec des enjeux de santé, avec de la fatigue, avec de l'anxiété. Puis, ben, je sais pas pour vous, mais moi, quand je suis fatiguée, anxieuse, puis que j'ai pas pris soin de moi, je vois plus noir que la réalité, là. Ou je prends pas les meilleures décisions, je suis pas le meilleur chef d'entreprise, je suis pas à mon meilleur. Fait que c'est ça, c'est un autre danger là, qui guette les entrepreneurs. Puis il y en a beaucoup en ce moment qui sont dans cette situation-là parce que ça fait longtemps là, qu'ils rament plus fort, seuls, là, qu'ils devraient. Fait que tu parles de clarté financière, notamment, qui est, dans le fond, quelque chose à faire. Tu parles de un peu le baromètre de l'anxiété qui est à regarder là, à l'approche d'une crise, ou quand on est dans une crise, peut-être qu'on ne l'est même pas encore admis. C'est quoi les signes qu'on est en train de bien gérer la crise? Ben, c'est qu'on n'est pas en réaction, on est en proactivité. C'est capable, puis je ne dis pas que l'entrepreneur est capable de prévoir tout ce qui va se passer dans la prochaine année, même si sur le plan économique, on s'en doute, mais il y en a qui réagissent, il y en a qui ont beaucoup réagi à tous les coups qui leur arrivaient dans les 3 dernières années. Mais quand tu réagis, tu n'es pas en proactivité sur comment à mettre des choses en place de l'avant, là. Fait que quand tu es plus en proactivité qu'en réaction, tu es déjà mieux positionné. C'est moins stressant aussi, parce que puis c'est la force de l'entrepreneur d'avoir de la vision,
de faire avancer les choses, d'initier des changements, de l'innovation, des nouveaux clients, des nouveaux marchés. Mais quand ils sont en réaction à ce qui arrive dans le marché, ils ne sont plus dans leur force, là. Tout à fait. Fait que ça, Intéressant. Ouais. un bon signe. Nathalie, as-tu des modèles ou des inspirations dans le monde des affaires qui t'ont amené à changer peut-être ta façon de voir les choses ou qui t'ont influencé d'une façon qui ont été déterminantes là, pour toi, pour la suite des choses? Oui, j'en ai. Moi, j'ai eu des bons patrons. Dans ma carrière, j'ai eu 2 fois des patrons. J'ai eu Mario Girard au Port de Québec, qui était à ce moment-là, il était PDG de la Fondation d'entrepreneurship. Puis je trouvais que c'était un entrepreneur très humain qui avait vraiment une grande force à mobiliser ses gens autour. D'une part, puis d'autre part, il était très focus. C'est-à-dire que à ce moment-là, dans notre organisation, on était très dispersés. On faisait plein de choses. On éditait des livres, on faisait du mentorat, on faisait de la recherche, on faisait des conférences. Puis il a fait le ménage là-dedans, puis j'ai trouvé ça super sage pour qu'on se concentre dans ce qu'on était vraiment bon. Puis ça aussi, des fois, c'est une erreur qu'on va faire quand ça va mal. On crée quelque chose, on crée un nouveau produit, on dit on va travailler notre produit pour servir plus de monde, mais à chaque fois que tu crées quelque chose, ça génère du boulot. Puis là, tu te retrouves débordé. Fait que Mario a été une belle inspiration dans ce sens-là. C'est sûr que j'ai eu le privilège d'avoir Marc Dutil comme patron aussi. Un grand rassembleur, tu sais. Un homme de peu de mots, mais qui a une grande capacité à rassembler. Puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment un modèle de leadership, là. Marc, il m'a appris pour l'idée, là, c'est pas tu dis ce que tu penses, là, quand ça te passe par la tête, tu prépares tes communications pour être sûr que les gens comprennent bien le message, puis que ça mobilise là, avec un message simple, mais travaillé, puis répéter 100 fois. C'est ça qui nous disait, là, répète-le souvent, là, puis le leadership va s'installer comme ça. Fait que ça a été deux de mes inspirations. Donc, de ces inspirations-là ou de ces expériences-là, as-tu tiré certaines leçons clés qui t'ont permis justement de définir la femme d'affaires que tu es devenue, là? Oui, ben tu sais, à travers les expériences, on découvre on découvre l'entrepreneur qu'on va être, c'est qu'on aime être, dans le rôle dans lequel, les souliers dans lesquels on est bien. Mm-hmm. Puis c'est ça à côtoyer Mario et Marc, ça a beaucoup teinté le fait que moi, j'aime travailler en équipe. Ouais. Puis j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'être en avant du stage de mon équipe, tu sais, puis j'ai pas besoin de contrôler. J'aime pas ça contrôler, tu sais. À la limite, il faudrait que je contrôle plus, mais j'aime bien m'entourer d'une équipe. Ce qui fait que tu sais, là, Persévérance, c'est mon 4e démarrage d'entreprise. Puis, tu sais, tout de suite, jour 1, là, je me suis budgété une bonne équipe. Puis ça, on fait pas ça des fois comme entrepreneur, hein. On attend que le Graal arrive, puis quand on va avoir de l'argent, on va embaucher du monde fort. Non, non, moi, je l'ai budgété du jour 1. Puis c'est bien plus le fun après ça, avancer en équipe, parce que tout le monde a du succès, tu sais. Fait que j'aime, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je sais pas si c'est particulier à l'entrepreneuriat féminin, mais moi, j'aime travailler en gang. Parce que dans Rouge Canary, pendant quelques années, j'étais seule avec des sous-traitants. Puis Colin, que c'était moins le fun. J'aime vraiment mieux travailler avec des gens. Parle-nous un peu de, justement, quelque part dans ta bio, ça parlait de l'entrepreneuriat au féminin, ou en tout cas, tu viens Mhm. de dire quelque chose dans ce sens-là. On sait que les femmes sont encore pas tant que ça représentées Mhm. dans le monde des affaires au Québec, et je présume que c'est pareil ailleurs dans le monde, mais c'est Ouais. quoi, toi, ton expérience à ce niveau-là? Comment est-ce que l'entrepreneur au féminin évolue actuellement? Est-ce que les femmes ont plus de place dans les entreprises qu'avant? Mhm. Qu'est-ce que c'est ton Ouais. expérience par rapport à ça? Là, j'ai une opinion bien tranchée là-dessus. Tu sais, les femmes vont avoir la place qu'elles veulent. Mhm. Puis Qu'elles là, vont je ramène prendre, ça à finalement. chaque femme individuelle. Tu sais, ça ne m'a jamais limité, moi, d'être une femme en affaires. Je me suis jamais posé la question. C'était peut-être ma naïveté de jeune, mais j'étais compétente, j'avais des idées, puis je sais pas, à quelque part, j'avais confiance que j'étais capable d'avancer dans des choses, même si j'ai eu des grandes périodes de doute.
je travaille avec beaucoup de femmes, puis c'est tout le temps, écoute, t'es capable, là, pose-toi pas la question, je serais pas capable à cause que je suis une femme, faut pas que ça soit dans le chemin. Mhm. Pour moi, faut pas que ça fasse partie de, ouais, je serais pas capable parce que parce que je suis une femme, ben non, c'est non matériel, tu sais. Puis quand les gens doutent, si on est ensemble puis tu doutes, tu sens du doute dans moi, là. Je veux te proposer quelque chose, mais tu sens du doute dans moi, ben tu vas me ramener, tu vas me retourner avec un effet miroir mon doute. Puis là, ben oups, on n'aura pas, on va rester au neutre, là. Fait que, Ça revient encore un peu à l'aspect de l'imposteur, ou en tout cas, mhm, l'imposteur, c'est quelqu'un qui doute de son rôle, mhm, clairement. mhm. Manque de confiance. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que les femmes n'ont juste pas assez pris leur place, puis que c'est juste ça qu'il faut, que ça prend. Oui, probablement. Mais puis tu sais, une des expériences que j'ai eues, c'est de faire la fusion femme-essor, tu sais. Puis, je me suis vraiment questionnée, c'est quoi les différences entre les hommes et les femmes en affaires? Tu sais, parce que je portais là, j'étais la mascotte, là, tu sais, comme PDG, il fallait que je porte un discours de on devrait encourager plus de femmes à être en affaires. Puis là, quand les journalistes me demandaient, oui, mais c'est quoi la différence? Hey, fallait que je, euh, il fallait que je creuse, là, tu sais. Puis j'étais pas sûre de mes réponses à ce moment-là. Tu sais, pour moi, je- je- faut probablement, là, puis c'est sûr que j'ai eu deux expériences avec des équipes au féminin, on va dire, trois expériences. Ça prend du monde peut-être qui ouvre le chemin plus facilement. Moi, je vois le potentiel. Un de mes talents, à part la vision, là, c'est d'être capable de m'entourer des équipes. Tu sais, je sais pas, je vois le potentiel, puis je suis capable d'avoir une femme qui a le potentiel puis qui doute. Mais ma job comme chef, ça va être de pousser dans le dos puis de dire arrête de douter, t'es forte dans ça. T'sais. Fait que vas-y, peut-être que ça prend plus de ce genre de pousser dans le dos là, alors que pour un homme. Qui va dire ah oui, moi, je suis compétent, OK, mais d'emblée, la femme, elle va te dire ben je suis peut-être pas capable. Ben oui, t'es capable, vas-y. Fait que ça nous prend des dirigeants qui font juste donner des petites poussées dans le dos quand ils voient le potentiel qui est là, puis qu'il y a un doute. Mais fait que là, tu mentionnes que tu t'es posé, tu t'es fait poser la question quelques fois, plusieurs Mhm. fois, c'est quoi la différence entre une femme en Plusieurs fois. affaires, puis une femme d'affaires ou un homme d'affaires? Puis ça t'a creusé. Qu'est-ce que tu Mhm. as découvert dans cette question-là? Ça serait quelle réponse que tu donnerais aujourd'hui à cette question-là? Ben, c'est sûr que là, aujourd'hui, on va parler de plus en plus de leadership bienveillant, plus modéré, d'entrepreneurship plus modéré. C'est sûr que je ressens quand même cette bienveillance-là des femmes en affaires. Puis c'est peut-être le côté plus maternel de je veux que mon équipe soit bien, je veux que les clients soient bien, je veux que tout le monde y gagne. Fait que, tu sais, puis même je te dis ça, tu vas me dire, on fait ça chez nous. Mais moi, ce que je l'observe plus dans l'univers féminin, euh, c'est sûr que moi, un mot sur lequel j'avais mis de l'emphase, c'est l'authenticité. C'est parce un des défis des femmes qui ont tapé la traîne avant nous, c'est qu'il fallait qu'ils rentrent dans des mondes d'hommes. Fait qu'il fallait épouser un peu fallait mettre le veston, tu sais. Et donc, l'authenticité, on pouvait peut-être moins la ressentir, tu sais. Fait que pour moi, c'était des modèles moins inspirants parce que, tu sais, à un moment donné, je me rappelle plus c'est trop quel leader, mais là, j'ai fait la réponse spontanée. Oui, mais ça agit comme un homme. Tu sais, ça serait quoi de dire, enfin, on a une femme, hein, tu sais, on n'est pas plus avancé. Mais, tu sais, c'est pas- en tout cas, c'était en politique. Mais ça fait affaire comme les autres. Tu sais, arrêtez de dire on a une nouvelle politicienne. Non, non, on a un nouveau politicien, mais c'est une femme. Tu sais. C'est Ah ça, ouais. je veux dire. Fait que l'authenticité, puis quand on travaille avec on se donne le droit de cette authenticité puis de cette féminité-là, ben c'est là qu'on a peut-être une valeur ajoutée différente ou un modèle, on peut proposer un modèle d'affaires différent ou un service client différent. Tu sais, je me plais souvent à dire que quand on a créé une des forces de la création de l'école d'entrepreneurship, c'est que l'école était féminine à l'intérieur puis masculine à l'extérieur. Tu sais. Fait que, puis Normand, t'es allé à l'école, tu sais. Marc et son réseau,
de YPO ou de grands businessmen puis qui étaient au golf, puis qui avaient les femmes au foyer, ben là, lui, il sortait de la boîte puis il allait mobiliser ses réseaux. Puis c'est quand même une grande force, une grande force qui l'habite. Puis nous, à l'intérieur, il fallait créer la maison. Il fallait rendre ça confortable, chaleureux. Il fallait que les entrepreneurs se sentent bien à la maison. Il fallait qu'on touche le cœur, l'émotion. Fait que je trouvais que ça, c'est comme mon parallèle pour dire c'était un bon exemple. Fait que c'était plus féminin à l'intérieur de la boîte puis masculin à l'extérieur. Je sais pas, Normand, si tu pouvais ressentir ça, là, mais cette énergie un peu plus Ben écoute, enveloppante. maintenant que bien mis, ouais, maintenant que tu le décris, je peux voir le lien. Par contre, je peux te dire qu'on a eu des entrepreneurs féminines extrêmement puissantes qui sont venues nous rencontrer. Et à un moment donné, comme tu dis, c'est le dénominateur commun, c'est la passion, c'est l'entrepreneuriat, c'est la force d'entreprendre, et puis il y a plus c'est unisexe là, à un moment donné là, puis comme tu dis, de s'encourager puis de se pousser. Il y a beaucoup d'hommes, là, en tout cas à l'école, on a vu quelques-uns qui avaient des doutes, qui avaient besoin de se faire pousser aussi, là. Donc, mais je pense qu'il y a une raison historique à tout ça, puis il y a une raison culturelle aussi. Mais d'abattre ces barrières-là, puis que tout le monde prenne sa place, c'est juste bon, là. Tu parlais, tout ce que tu parles depuis un bout de temps, ça m'amène à parler un peu justement de l'équilibre. L'équilibre dans la vie de l'entrepreneur. Tu parlais, tu as mentionné l'anxiété ou comment on commence à vouloir reprendre les opérations. On se met une charge de travail où on va créer de quoi, on va se recréer une charge de travail. Et on le sait, quand la passion commence à prendre toute la place, ben des fois, on arrive à vivre avec des fois des regrets, mais le fameux équilibre dans la vie, puis je sais qu'à l'EEB, c'est un élément très important au niveau de la culture puis de l'enseignement. Mais qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'équilibre dans la vie des entrepreneurs? Puis qu'est-ce qu'on peut c'est quoi les leçons qu'il faut tirer de ça ou la vie? Ouais, les leçons, puis les enseignements là, pour vivre une meilleure vie finalement. Là. Hey, j'en ai plein de choses à dire. La première chose que je constate, c'est on est les propres pyromanes de notre santé comme entrepreneurs, parce qu'on a plein d'idées, parce qu'on a plein de projets, puis on est pressé, fait qu'on veut que tout parte en même temps. Mais à un moment donné, fait que c'est souvent on est l'entrepreneur, puis je te dis ça de vécu là. Au cœur de l'EEB, là, on avait tellement de potentiel d'opportunités que moi, je voulais qu'on aille les saisir toutes en même temps. Puis ça, c'est une erreur. Tu sais. Dans le fond, la sagesse pour réussir à trouver l'équilibre, c'est de prendre bien évaluer le temps que ça prend, puis d'être moins pressé, tu sais, de dire, écoute, c'est pas obligé d'être tout fait cette année, c'est changer le site web, refinancer. Ça peut tu sais, là, c'est là que la gestion embarque. Fais ça cette année, l'année d'après. Ça va enlever, ça enlève la pression. L'autre chose, c'est que je vois beaucoup le danger, là, c'est de penser qu'on existe dans la vie puis socialement parce qu'on est dirigeant de cette entreprise-là en particulier. Ouais. Tu sais, qu'en dehors de ça, t'existes pas. Mais à partir de là, t'es vraiment à risque. Parce que si l'entreprise connaît des difficultés comme c'est le cas en ce moment, là, mais là, l'entrepreneur se met à être son pire ennemi. Là. J'ai pas été capable, puis je vais l'échapper, puis qu'est-ce qui va m'arriver, puis j'ai échoué, puis tu sais, là, ça devient je veux. Fait que, d'où l'importance, mais tellement important d'entretenir pas juste un jardin à la fois, là, de ne pas oublier sa vie personnelle, de pas oublier de se nourrir d'autres passions que celles de l'entreprise, parce que si la seule passion qui te nourrit, c'est ton entreprise, ben quand ça va mal, oups, il n'y a plus rien qui te nourrit, là. Fait qu'il faut se trouver d'autres jardins à entretenir à côté. Puis quand je suis partie de l'école, j'étais très fatiguée. Puis après, quand j'ai recommencé les affaires, je me suis dit, écoute, je vais tellement rentrer d'autres morceaux dans ma vie, là, importants,
prendre du temps avec mes amis, le planifier sur une année, prendre du temps avec ma famille, prendre du temps avec ma fille, avec mes passions, nourrir. Puis je me suis mis 12 sphères de vie là, qu'il fallait que j'entretienne. Puis donc là, l'entreprise, ça allait une sur 12. Ça aide à relativiser. Puis je me suis dit, je vais m'entraîner à ce que toutes les autres choses soient non négociables. Parce que c'est ça aussi le danger, c'est que quand le business va mal, tu retournes dedans. Donc, tout ce que tu as construit, ça devient négociable parce que la business ne l'est pas. Mais il faut s'entraîner à ce qui est en dehors de la business, l'exercice qu'on fait, les vacances qu'on doit prendre. Il faut que ça soit non négociable. Très intéressant. Je pense que c'est une réponse intéressante pour toute la connexion avec l'anxiété. Je refais un lien avec ton programme de persévérance. Visiblement, tu t'es formé dans plusieurs choses. Tu as un long bagage éducationnel. Dans le passé, tu parlais de ta maîtrise en économie notamment, puis plein d'autres choses entre-temps. Dans quoi as-tu besoin de te développer pour le futur à partir de maintenant? Oui. J'aime ça, cette question-là. Écoute, ça va être toujours dans tout ce qui est technologique. Fait que là, je suis moins dans le développement personnel, mais je trouve que ça va tellement vite. Les innovations arrivent, puis il faut prendre le temps de les connaître, de les digérer, parce qu'on a plein d'opportunités si on les maîtrise bien. Là, c'est l'intelligence artificielle. Là, je suis vraiment beaucoup dans le numérique. Comment est-ce que la business peut être numérique au maximum? Puis il faut prendre le temps de connaître ces outils-là puis les intégrer. L'intelligence artificielle, ça me questionne aussi beaucoup comment ça va changer notre business, comment ça va changer la vôtre. Il faut savoir ça. C'est notre rôle. Là, c'est plus d'acquérir des connaissances et moins du développement personnel. Mais dans le développement personnel, c'est beaucoup la mobilisation d'équipe. C'est toujours ça. Comment on peut garder nos gens mobilisés, intéressés dans des modèles d'affaires différents. J'aime ça aussi, regarder des modèles d'affaires qui sont pas communs. L'avenir, en entrepreneuriat, on crée le futur. Là. Fait qu'il faut toujours se remettre en question sur ce qu'on a fait dans le passé, puisque si on pense qu'on est bon, on commence à être pas bon. Nathalie, quand on parle de créer le futur, on parle souvent d'innovation aussi. On sait que le Québec n'est pas toujours le champion en innovation. Comment tu perçois ça que nos entrepreneurs, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour innover ou pour... là, tu viens de nous dire un peu une piste de réponse, c'est-à-dire faut se tenir au courant, faut aller chercher l'information, mais c'est quoi ton baromètre sur l'innovation au Québec? Ben, c'est vrai qu'on est en retard. Puis tu sais, tout est dans tout là, dans la discussion qu'on a. Quand l'entrepreneur n'a pas de temps pour se dégager puis aller explorer puis faire de la veille sur ce que les autres font, sur ce qui s'en vient, ça prend du temps. Puis entreprendre, ça devrait être juste ça. Ça veut dire pas tomber dans les finances, pas tomber dans le management. Il faut déléguer au maximum pour être dans... Je travaille au futur de l'entreprise. Je travaille pas au présent. Au présent, je le délègue. J'ai une équipe, elle est forte. Puis ça, il y a des enjeux de leadership et de gestion d'équipe, mais il faudrait être dans un monde idéal que l'entrepreneur devienne complètement inutile dans sa business pour travailler sur le futur de sa business. Mais, donc, si en ce moment, on a un retard au niveau de l'innovation, c'est que les entrepreneurs ne prennent pas ce temps-là. Puis, ça se délègue pas, ça. Tu sais, la vision, là, la vision de l'entreprise future, ça peut se travailler en équipe, mais il faut que le leader, il la comprenne, il l'incarne, puis que même si plus elle est flyée, plus il faut que l'entrepreneur la comprenne, l'incarne pour être capable, encore une fois, de mobiliser puis de communiquer où est-ce qu'il veut aller. Tu sais, il y a l'innovation, Normand, écoute, puis ça change vite, là, tu sais, la vélocité là, de toutes les innovations, là, c'est un coefficient qui s'accélère. Fait qu'il faut donc avoir encore plus de temps pour évaluer qu'est-ce qu'il faut faire comme vigie puis comme veille technologique, comme veille concurrentielle aussi, parce que le marché change. Tu sais, on l'a vu dans l'hôtellerie, on l'a vu dans les taxis, on l'a vu dans toutes sortes de modèles d'affaires, mais là,
C'est-à-dire qu'il faut s'inspirer de modèles d'affaires. Ça pourrait-tu être bon chez nous, ce modèle-là, le tester, le réfléchir? Puis au niveau environnemental, on est aussi pas très bon. C'est là, moi, ce que je vois arriver, c'est tout le mouvement de ESG comme une grosse vague là, qui va frapper les entreprises parce que si les entreprises ne sont pas proactives dans ça, ils vont se faire imposer quelque chose. C'est les financiers qui vont leur dire, écoute, qu'est-ce que tu fais pour l'environnement ou ta gouvernance, ça marche comment, puis as-tu une politique d'équité? Fait que c'est vraiment d'essayer de se dire, faut que je m'intéresse, faut que je sois curieux sur c'est quoi, puis ça va-tu m'impacter, puis ça me concerne-tu, ça? Euh, Ça prend, puis des fois, on vient essouffler aussi, c'est pas facile, là, les 3 dernières années, c'était beaucoup plus, c'était imprévisible, la COVID. Les crises de transport, il y avait beaucoup d'imprévisibilité. Ça, tu n'as pas le choix de réagir. Mais là, il y a quand même plusieurs pistes pour travailler à ce qui s'en vient, là. Si l'entrepreneur veut se préparer à ce qui s'en vient, ben, ça prend du temps. Il faut être curieux, il faut lire, il faut aller faire des tours ailleurs dans le monde pour voir ce qui se passe. Pas manquer les gros shows, aller en visiter dans d'autres secteurs peut-être, ça prend du temps, là. Tu peux te faire ça à temps plein comme dirigeant, puis là, ça va commencer à porter fruit. Comme tu sais, on reçoit des entrepreneurs sur notre plateau, si je peux dire ainsi, à peu près à toutes les semaines. Mhm. On aime te poser la question suivante. Si tu avais une bonne question que tu aimerais qu'on pose à tous les prochains qui viennent nous voir, c'est la question qui t'a ouvert des discussions extraordinaires ou qui a fait ouvrir des lumières à des entrepreneurs, si tu avais une question à nous lancer, ça serait laquelle? As-tu encore du fun dans ta business? Est-ce que c'est une question que tu poses justement dans tes interventions? Ouais. Puis est-ce Ben, moi, j'ai plus de qu'effectivement, fun, là, tu sais. Puis quand t'as plus de fun, tu commences à. Tu sais, c'est une question d'énergie après ça, là. Ouais, j'ai moins, je m'amuse moins, ça devient lourd. Puis là, ça part peut-être en vrille, tu sais. Puis qu'est-ce que ça te prendrait pour retrouver ton fun dans le business? C'est la question d'après. Ah, ben, il faudrait que je fasse plus ça. Ouais, pourquoi tu le fais pas? Tu diriges. Ah, mais t'as des oui mais, là, tu sais. La COVID, elle a amené des entrepreneurs à prendre des responsabilités qu'ils n'avaient pas envie, prendre des décisions d'affaires qui n'étaient même pas les bonnes, tu sais, se mettre à faire du purel, là. Il y en a qui en font encore, mais il n'y a plus besoin, là. Du purel, fais d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est ça. T'as-tu du fun? Puis, comment tu vas faire pour en avoir plus? est-ce que tu as du fun dans ce que tu fais? Ah oui. Moi, je suis dans une période de démarrage. Vous comprenez que j'aime développer. Puis avec ce projet-là, Persévérance, on est au tout début. Puis là, je suis en train de gérer la croissance du programme. Puis on commence à mesurer l'impact de ce programme-là sur les entrepreneurs. Tu sais, fait que c'est sûr que j'ai du fun. Mais moi, je m'en pose souvent cette question-là. Si une semaine, j'ai pas de fun, OK, c'est quoi qui se passe, là? Tu sais, mais pour ça, faut prendre du temps. Tu t'assois, tu réfléchis. Comment ça que c'est dur cette semaine? Bien, souvent, il y a des réponses là, là. Ah, mauvais partenaire, mauvais, oups, une affaire pas réglée, des affaires, il y a tout le temps des réponses j'ai plus de fun, qu'est-ce qu'il faut que j'ai dans ma vie pour qu'il y en ait plus? Est-ce qu'il faut qu'il se Nathalie, passe? vas-y, Tristan, je dirai OK, après. parfait. Je te laisse la suivante. Tu reviens à nouveau. Donc, visiblement, ce qui te lève le matin en ce moment, c'est le programme Persévérance. C'est ça qui te fait Mhm. sourire, qui met tout le soleil dans ton visage. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans les 3 prochaines années pour que tu sois pleinement heureuse du déroulement, du dénouement de tout ça? C'est Mhm. quoi tes targets là, qui ferait que dans 3 ans, on te réinviterait, tu dirais, waouh, quel parcours incroyable avec ce programme-là? Écoute, moi, je suis économiste de formation, fait que j'ai fait mes stats avant de déposer mon projet, puis était 5 fois plus ambitieux que ce que finalement on a eu comme argent. Tu sais, faudrait aider 1000 entrepreneurs dans les 3 prochaines années. Tu sais, là, on estime qu'il va y avoir 2500 faillites en 2023. 1000, c'est pas encore beaucoup, là, tu sais. Dans un monde idéal, là, chaque entrepreneur qui vit des difficultés pourrait être accompagné. Puis chaque entrepreneur qui a une faillite ou qui a une fermeture, ben,
pourrait trouver un endroit où se ressourcer, se renouveler. Fait que dans 3 ans, il faudrait qu'on puisse avoir aidé 1000, 2000 entrepreneurs, puis que je ne vois pas toujours, là, j'essaye d'attacher tout le temps des bouts de ficelle là, pour pouvoir aider plus d'entrepreneurs. J'aimerais ça que, je sais pas, il me tombe du ciel le mécène qui va m'aider à aider plus. Là, tu sais. Ça serait génial. Puis juste avant de laisser la question à Normand, tu as mentionné que le programme est financé, mais pas à la hauteur de ce que tu aimerais qu'il soit Mhm. financé. C'est qui les financiers derrière ça actuellement? C'est des programmes gouvernementaux? C'est Le MEI, là, ça, c'est un projet officiel du Plan québécois d'entrepreneuriat. Fait OK. que c'est financé à 60%. J'ai des partenaires commanditaires qui m'aident pour une partie aussi, dont MNP, BCF, la Fondation de la famille Lemaire, l'EB. Fait que j'en ai une OK. dizaine. Puis le participant doit payer un peu pour s'engager. Puis, encore une fois, je vais juste, je poursuis dans mon fil, Normand, je te passe éventuellement le micro. Mis à part le nombre de personnes, tu sais, parce qu'évidemment, ça, c'est un Mhm. classique, on se met des chiffres, Ah c'est oui, t'as parfait, raison. on veut aider le plus de monde possible, j'ai compris ce bout-là. Mais quelqu'un qui entreprend persévérance puis que ça vire bien pour lui, c'est quoi Mhm. la résultante pour lui? Tu sais, On a c'est quoi déjà cette ça mesure-là? actuellement. Ouais, De un, on commence à avoir des gens qui nous disent, écoute, ça m'a sauvé la vie. Tu sais, c'est quand même exceptionnel. Peut-être c'est pas probablement que banal. je te donne des grands chiffres parce que je me dis, il y a toutes sortes de petits succès là, qu'on est en train de cumuler. Ça m'a sauvé la vie. J'ai retrouvé le goût d'entreprendre. Je me sens moins imposteur. J'ai retrouvé ma vision. Je Puis, recommence à avoir du fun. je recommence à avoir du fun. Tu sais, là, je me sens plus en contrôle, je me sens mieux outillée. C'est toutes sortes de témoignages qu'on a dans le parcours en ce moment. Et il y a une espèce d'effet de donner au suivant. Fait que les gens qui vont compléter sont en train de nous dire comment est-ce qu'on peut aider pour la suite. Fait que ça, c'est le fun, créer un mouvement là, d'entraide d'entrepreneur à entrepreneur. Là, ça, Après ça, ça m'appartient plus. J'ai juste à mettre des gens en relation qui vont s'entraider. Fait que le mouvement est parti. J'aime bien ça. Ça me rend bien fière. Normand, je te passe la Ben parole. oui, Nathalie, tout ce que tu as parlé jusqu'à maintenant, il y a la notion de temps, hein, bien gérer son temps. Puis Mhm. l'agenda de Nathalie Mhm. ressemble à quoi? Tu sais, moi, je regarde pas ça en agenda, même si j'en ai un, là, mais je regarde ça en énergie. Tu sais, je sais que je sais quand j'ai plus d'énergie dans ma semaine, puis je sais quand j'en ai moins. Fait que mon agenda, il va en conséquence de mon Oui. énergie. Pour tout le temps être, me lever, puis que ça soit le fun, tu sais, pas être épuisé, mais puis de me dire, Colin, j'ai encore tout ça à faire. Donc, puis, ben, en enlever quand je sens que là, il y a moins d'énergie pour me rendre à la fin de la semaine. Ça va arriver là, que je vais reporter des rendez-vous ou dire, il n'y a rien. Dans le fond, là, je me mets au centre de mon parcours d'entrepreneur. J'ai envie de faire ça avec la meilleure énergie parce que quand tu ligues du monde puis des projets, il faut que tu sois capable de livrer la marchandise. Quand j'en ai moins, ben, il faut que je me reposer puis on déplace. C'est la sagesse, écoute, on n'opère pas à cœur ouvert, on est capable de déplacer des choses puis gérer l'équilibre. Puis je ne travaille jamais les fins de semaine. Puis ça m'insulte quand mes employés me mobilisent les fins de semaine. C'est comme, allez vous reposer puis on va repartir la semaine en forme. C'est ça qui est important, tu sais, c'est d'être à on tout le monde en même temps avec la même énergie. On a effleuré les vacances tout à l'heure, mais je suis d'accord avec toi, il faut programmer nos vacances, il faut que ça soit Mhm. non négociable. Tu prends combien de vacances par année? Puis l'entrepreneur, est-ce qu'il en prend assez de vacances? L'entrepreneur, il n'en prend pas assez. Puis ça, on a beaucoup de modèles préconçus, là, tu sais, que faut travailler 70 heures comme entrepreneur, puis les fins le soir, puis les fins de semaine, puis tu sais, c'est quand même beaucoup à déconstruire. Euh, Écoute, je prends peut-être un mois et demi de vacances sur l'année, mais avec la rigueur de prendre mes week-ends, puis de m'assurer que mon énergie, je ne suis pas en train de perdre de l'énergie à essayer de travailler trop, c'est moins exigeant sur mon besoin de vacances. Tu sais, c'est beaucoup plus j'en ai à l'année de l'énergie. Je prends des vacances comme Oui, tout le monde à Noël puis l'été, mais je suis pas sur mes réserves. Il ne faut pas se rendre oui, sur ses réserves. C'est là oui. que on est moins. C'est là qu'on a besoin de vacances, mais là, tu fais juste prendre des vacances pour aller recharger tes batteries, mais ça,
ça n'a pas l'impact de se nourrir, puis des vacances, à passer une semaine à dormir parce que tu es trop fatigué. C'est pas ça là, qui nourrit l'entrepreneur, puis ce qu'il va faire par la suite. Ben justement, ce qui nourrit l'entrepreneur, d'entrée de jeu, au tout début, on a parlé de l'ego de l'entrepreneur. Mm. Donc, cet ego-là ou ce désir de réussite-là peut devenir aussi un obstacle ou devenir l'ennemi de l'entrepreneur. C'est quoi la définition de la réussite? Je sais que tu vas demander à 100 personnes, la définition va être différente pour 100 personnes, mais avec toutes tes observations, les rencontres que tu as faites, les expériences, s'il y avait un élément au niveau de la réussite que tu dirais qui est important ou qui est présent chez à peu près tout le monde, ce serait quoi? Le mot qui me vient en tête, là, c'est d'être en cohérence. Tu sais, je travaille dans un, là, en ce moment, puis j'ai toujours fait ça, je travaille dans un projet qui me fait vibrer, qui me donne de l'énergie, puis qui me donne une satisfaction. Ma vie personnelle est en équilibre, puis tout, tu sais, je suis là, il y a des entrepreneurs qui me disent, moi, je suis pas la même personne dans ma business puis dans ma vie personnelle. Je dis, mais voyons, comment ça? Ça marche pas, il n'y a pas de cohérence, là. Faut que tu sois la même personne partout. Fait que fait que moi, c'est ça, c'est une espèce de cohérence. Puis tu sais, on a des ambitions, puis quand on sent qu'on est capable d'aller les atteindre, ben, si tu mets l'énergie, tu restes dans ta cohérence. Mais si là, tu veux changer le monde, mais tu fais rien ou tu mets pas l'effort, c'est plus cohérent. Là, ça marche pas. Fait que pour moi, Donc, les entrepreneurs, ils ont des masques, là, de manière que tu parles. Ils il y en a, peuvent avoir... oui, Ben oui, beaucoup. Beaucoup. ouais. Je travaille beaucoup sur l'authenticité en coaching, là. Ces gens ont peur de mettre leur masque de côté, d'être vulnérables. Puis là, ben, il faut des causes. Pourquoi? Pourquoi? Y a quelqu'un qui t'a dit qu'il fallait que tu sois un super-héros pour être entrepreneur? Ben non. Si tu montres ta vulnérabilité, la personne à côté de toi, elle va la démontrer aussi. Tout le monde va enlever son masque, puis là, oups, on va être capable de travailler vraiment dans notre dans la bonne sur le bon canal. Tu sais. Pour moi, c'est bien important. Mm. Je T'es reviens, pas, moi. t'es pas rare à faire ça, mais pour moi, c'est la clé d'une équipe forte aussi, puis confiance. Si tout le monde a des masques, puis là, tu essaies de créer une cohésion puis une confiance entre une équipe, ben non, ça peut pas marcher. Enlève le masque, puis là, oups, tu vas être capable de créer une meilleure cohésion d'équipe, tu sais. T'as fait le lien que j'allais faire. Ça m'a donné envie de revenir à la question de ton développement personnel, tu sais, le futur, dans Mhm. quoi tu veux développer. Tu as nommé technologie, des choses comme ça. Ouais. Puis t'as nommé aussi comment mobiliser des équipes. Mhm. Comment en 2023 et vers le nord de 2023, on mobilise des équipes? Euh, ben, c'est sûr autour du why, là, tu sais, autour de ce qu'on fait, on mobilise les équipes en. Moi, j'aime bien que chacun, tu sais, je dis ça à l'équipe que j'ai, vous avez chacun une super force, là. Puis à chaque fois qu'on va penser avoir un problème, on va penser à Nadia qui a cette force-là. Puis, tu sais, donc, c'est vraiment le travail d'équipe. Tu sais, je garde pas tous les problèmes pour moi. Je suis capable de dire, c'est pas la bonne personne pour régler ça. Puis là, tu commences à avoir de la collaboration puis de la mobilisation parce que tu sais que tu travailles, tu- tu- ça augmente la capacité de livrer puis ça augmente le succès en équipe. Là, Mhm. moi, je trouve ça bien le fun. Mais c'est toujours un enjeu parce que ça change, il arrive des choses. Il faut être très vigilant à ça, à cette mobilisation-là, moi, je pense. Télétravail est venu changer la game, tu sais. Le modèle d'affaires change, il y a un client qui veut. Il y a toutes sortes d'affaires c'est une job du quotidien là, de travailler à mobiliser son équipe, moi, je pense. Toujours dans la question du développement personnel, tous les entrepreneurs qui sont venus à date nous parlent que justement, tu sais, soit lisent des livres, écoutent des podcasts, Mhm. rencontrent des groupes, peu importe. Toi, qu'est-ce que c'est tes sources de développement actuellement? Qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu écoutes ou qu'est-ce que tu Euh, fais? ben, écoute, je lis pas tant. Parce que j'aime apprendre. Plus, tu sais, si on avait un OVA, là, je te dirais, j'aime apprendre en le faisant. Tu sais. Puis quand ça marche pas, je réapprends, puis je réapprends. Puis ma plus grande, en tout cas dans ce que je fais en ce moment, mes apprentissages, je les fais beaucoup à travers les experts qu'on a. Tu sais, l'équipe,
l'équipe autour de Rouge Canary et de Persévérance, c'est du monde qui ont des expériences de 30-35 ans dans leur domaine. Ben écoute, là, moi, je suis un élève en ce moment de toute leur expérience. Ils ont chacun leur force, ils ont chacun des outils. Je veux dire, ça me nourrit amplement, là. Sinon, j'aime bien lire des biographies, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. J'aime lire les choses qui nous amènent un peu dans le futur pour, encore une fois, essayer de visualiser ça ressemblait à quoi. Mais mes plus grands professeurs, c'est les entrepreneurs. Hmm. J'aime profondément écouter un entrepreneur, puis là, de me dire, OK, il est en train de me dire quoi? Derrière ce qu'il me dit, il y a quoi? Puis ça veut dire que moi, comme, si j'ai parlé, dans les 2 dernières semaines, j'ai dû parler à 15 personnes qui sont en difficulté. OK, là, c'est quoi le fil conducteur entre ces enjeux-là? Puis, oups, là, j'apprends quoi? Écoute, là, j'apprends toutes sortes d'affaires, j'apprends comment faire faillite, j'apprends comment redresser une business, j'apprends à quel point tu peux être dans la merde, mais une fois que je sais ça, ben là, ça me donne du gaz pour développer encore. Les entrepreneurs qui vous appellent actuellement dans le programme, sont-ils comme à 5 pieds de foncer dans l'iceberg ou ils sont les premiers balbutiements puis ils sont préventifs? Il y a de tout, là, mais en ce moment, je te dirais, depuis un mois, sont plus proches de l'iceberg. OK. Puis c'est ça l'enjeu avec tous les entrepreneurs, ils attendent trop avant de demander de l'aide, là, tu sais, parce que leur ego est là, parce qu'ils ont peur d'ouvrir leurs chiffres puis de se faire challenge, tu sais, de jaser avec d'autres mondes là, sur hey, c'est dur d'ouvrir ces livres, là, tu sais. Mhm. Parce qu'il y a toutes sortes de mauvaises raisons, là, parce qu'ils sont pas habitués de demander de l'aide, puis ils ont développé leur business en disant je suis capable tout seul, tu sais. Ben, quand ça va mal, là, non, t'es pas capable tout seul. T'es bien mieux d'appeler puis de demander de l'aide. Puis nous, dans l'équipe, c'est tous des gens de cœur qui ont déjà fait des carrières. Il n'y a pas personne qui a quelque chose à vendre. C'est plus je veux t'aider là, tu sais, pour t'en sortir. Puis fait que tu comprends que ça me passionne beaucoup, ce projet-là, en ce moment. Mais c'est le propre d'un démarrage, là, tu sais. C'est quand même que c'est le fun. Tout à fait. Ça transparaît à travers tes yeux et ton rayonnement et la fougue que tu mets dans tes réponses. Merci. Puis, tu as mentionné la question pourquoi. Pourquoi as-tu démarré le programme Persévérance? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui faisait ça. Ça se peut pas qu'au Québec, on ait 200 000 entreprises, des programmes à pu finir, des millions, des milliards qui sortent de tous bords de côté pour la croissance, puis que l'entrepreneur qui va mal, il n'y a pas, à ce jour, il n'y avait pas de programme pour les aider à sortir des difficultés. Puis tu sais, quand tu vois tes entrepreneurs, tu vois un problème sociétal, tu sais que tu as peut-être la solution, mais tu fonces. Puis là, ben, il y avait personne qui le fait, tu sais. Il y a personne qui le faisait, mais j'ai dit que j'allais le faire. C'est ça pour ça. Puis c'est parce que ça aide profondément des gens. Tu sais, moi, mon why, mon fil conducteur, là, c'est les entrepreneurs changent le monde. Ben, ça nous en prend des entrepreneurs là, pour qu'on puisse continuer à changer le monde. Puis ces entrepreneurs-là, c'est selon les stats, parce que je t'allais faire des petites analyses statistiques, là, on va avoir en 2023 autant d'entrepreneurs qu'en 1983 avec 2,5 millions d'habitants de plus. Fait que, tu sais, par habitant, on a vraiment moins d'entrepreneurs. Hmm. Fait que c'est majeur. Fait qu'il faut adresser le problème pas juste de la reprise d'entreprise, mais de la relance. Il ne faut pas échapper à un entrepreneur qui vient d'avoir la plus belle leçon de sa vie, là, de gérer une crise. S'il est capable de reprendre confiance, là, ben, écoute, ça va être un super entrepreneur demain matin. Fait que c'est pour ça, c'est ça le pourquoi. As-tu l'impression que l'argent que le gouvernement investit dans le programme est donc profitable? Ben oui. Ben oui, puis c'est pas assez. Ben oui, Puis ça, c'est un autre discours comme plus politique, mais tu sais, on met tellement d'argent dans les programmes de croissance. Euh, c'est facile, puis dans des programmes de stratégie numérique, puis tu sais, sont très axés entreprises, les programmes, tu sais. Innovation, technologie, intelligence artificielle. Là, il y a full argent. Mais quand l'humain va mal, là, ben, puis c'est lui, l'humain, là, qui est à la base de tout, là. C'est le moteur de l'économie d'entrepreneur. Fait que, écoute, il y avait une niche inexploitée qu'on a vue, puis on a vraiment besoin de ça. Puis, tu sais, Hmm.
c'est tout le temps, des fois en politique, quand le problème arrive, là, pouf, le programme sort, puis on a une solution, mais ça fait depuis 2020 là, qu'on ça va arriver. Là, les prêts, les remboursements des prêts en janvier, là. Donc, oui, là, on commence à voir que ça fait une différence. Selon la FCEI, là, quasiment, il y a vraiment beaucoup de monde qui sont pas capables de rembourser. Là, fait que, ben là, on a une solution. Là. On n'a pas 20 ans d'existence, mais on a tous 35 ans d'expérience. Ça fait qu'on est correct pour livrer. On espère évidemment que notre rencontre d'aujourd'hui va circuler sur les médias sociaux, puis comme question pour peut-être clore en même temps notre entretien, parce qu'on arrive malheureusement déjà à cette heure-là. Le temps passe toujours bien en bonne compagnie. Quelqu'un qui a écouté la rencontre d'aujourd'hui, on a beaucoup tourné autour du programme Persévérance, qui aide finalement les entrepreneurs qui sentent qu'ils s'en vont tranquillement ou très rapidement vers un mur de briques. Celui qui a entendu ça, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse aujourd'hui? Site Internet ou nous appeler directement pour prendre rendez-vous. On prend 1 heure avec tout le monde qui nous appelle. Parce que comment je dis? C'est rare que l'entrepreneur prend le téléphone et se dit j'ai besoin d'aide. Hein. Fait que ça, c'est précieux pour nous. Fait qu'on prend du temps avec tout le monde qui nous appelle. Puis après, on regarde si le programme, tu sais, un engagement de 9 mois, être accompagné avec différents, si ça peut convenir. Sinon, on a quand même des réseaux de partenaires pour. Malheureusement, c'est peut-être trop tard, fait qu'on envoie chez nos partenaires de redressement ou de faillite, là, mais appelez-nous. Site Internet, info@thinktankentrepreneur.org. Sinon, il y a un numéro 1833, puis on va prendre l'appel. On va mettre à l'écran les informations pour que tout le monde puisse avoir accès. Merci. Bien, Merci. merci beaucoup de ton temps, Nathalie. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir et de discuter avec toi. Moi, j'ai retenu plein de choses. En fait, il y a une phrase qui, malheureusement, je pense que c'est la plus choc que tu as dit, mais moi, elle m'a vraiment brassé. Tu as dit, nous sommes les pyromanes de notre propre santé. J'ai trouvé ça assez percutant comme phrase. Tu as nommé quelques éléments chocs aussi autour de la quantité de monde qui vont pas bien actuellement dans l'entrepreneuriat, ou, tu sais, pour toutes sortes de raisons, anxiété, les stress qui s'en viennent, manque d'entourage, un peu de nombre d'années de consécutives qui sont en bagarre, qui ont peut-être plus de fun dans leur business. Fait que vraiment, félicitations d'avoir entrepris quelque chose pour soutenir ça. Puis effectivement, tu as raison, on a besoin d'entrepreneurs, puis d'en échapper qui étaient vraiment bons, qui sont encore bons, mais qui ont été abattus par des blessures au combat. C'est le fun de prendre soin d'eux autres. Merci de faire ça pour le terroir québécois. Mais merci. Merci pour l'opportunité de présenter ce qu'on fait maintenant. Puis, ben, vous mettez les renseignements, puis on va être là pour aider. Merci, Normand, pour l'invitation au podcast. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Puis de mon côté, un élément clé que je retiens, c'est vraiment la gestion de l'énergie. Tu sais, quand tu as posé la question sur l'agenda, tu m'es revenu en disant, écoute, moi, c'est mon énergie que je vais gérer. C'est pas nécessairement l'agenda. Et vraiment, c'est une image qui est très, très forte. Et puis, tu nous as fait plein de cadeaux puis plein de petites perles là dans l'interview qu'on a eue avec toi. Vraiment, tu parlais d'énergie, oui, tu en dégages beaucoup, ça paraît. Et merci, une intelligence vraiment très vive aussi. C'est le fun de parler avec toi, Nathalie. Puis j'espère que tout le monde qui va écouter le podcast vont retrouver quelque chose pour rebooster leur énergie, puis l'entretenir surtout, l'entretenir puis la développer. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci beaucoup.